écoutez RFI, il est minuit et demi à Paris, 22h30, à Bamako et en temps universel. Et c'est Guillaume Cordeau que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. La suite du procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, le djihadiste malien présumé accusé d'avoir détruit une dizaine de monuments religieux à Tombouctou en 2012. Aujourd'hui, des témoins racontent l'avoir vu choisir ses cibles sciemment pour qu'elles servent d'exemple. Certains suivent avec attention ce procès à Bamako, d'autres tout simplement ne comprennent pas l'intérêt de tels débats. Étudier plutôt que d'être confronté aux violences, voilà l'objectif d'une charte qui vient d'être signée en Côte d'Ivoire. Les syndicats étudiants se mobilisent pour que la vie reprenne à l'université au détriment des affrontements. Ces dernières semaines, plusieurs étudiants ont été blessés sur le campus d'Abidjan. Nous reviendrons également au cours de cette édition sur une amende record prononcée à l'encontre d'ArcelorMittal, le numéro 1 de l'acier de l'une de ses filiales en Afrique du Sud, 100 millions d'euros. Et sur la suite de l'enquête après la mort de 2 jeunes Français sur l'île Sainte-Marie à Madagascar, 7 personnes sont en garde à vue. À suivre dans la partie magazine d'Afrique Soir, notre invité qui reviendra sur le basculement des villes qui passent aux mains de l'opposition en Afrique du Sud, les sports avec Antoine Grenier ainsi que le zapping d'appel sur l'actualité. C'est maintenant au tour de la défense de s'exprimer ce mercredi au procès du djihadiste présumé Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, accusé d'avoir détruit des bâtiments classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à Tombouctou en 2012, quand la ville était aux mains d'Ansardine et d'Aqmi. Le Malien a plaidé coupable et demande pardon pour ce qu'il a fait. La Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas a écouté ces dernières heures des témoins qui disent avoir constaté que l'homme avait choisi minutieusement ses cibles, les monuments les plus visités pour qu'ils servent d'exemple. Dans la capitale malienne, il y a ceux qui suivent attentivement les débats et les autres, ceux qui ne saisissent pas bien l'intérêt d'un tel procès. Anthony Fouchard. À Bamako, il y a ceux que le procès ne passionne absolument pas, ceux qui ont les oreilles ou les yeux rivés au poste de radio ou de télévision. Mais au final, peu importe, car tous les Maliens ont quelque chose à dire sur ce procès. Moustapha Bemba est un commerçant d'objets d'art. Selon ce que j'ai écouté, il pleurait, il demandait pardon. Mais pour moi, c'est trop facile de pardonner, quoi. En détruisant des siècles de travail et des siècles d'histoire, c'est très facile de demander pardon. Un peu plus loin, Mohamed Ali Ag Amadjou, un Touareg originaire de Tombouctou. Il est rentré à Bamako hier et lui aimerait bien qu'Al-Faki vienne rendre des comptes directement dans la cité des 333 saints. Nous, on aimerait bien que ça soit fait à Tombouctou, devant nous tous, devant tout le monde, devant la majorité musulmane de Tombouctou. C'est eux qui devront le juger, parce que c'était devant eux, parce que c'était fait à Tombouctou, et tout ce qu'il a fait, on doit voir vis-à-vis ce qu'il mérite. On aimerait avoir des explications de pourquoi, qu'il y a poussé à faire. S'il y a sûrement quelqu'un derrière lui qui peut le pousser à casser les isolés. Moustapha Bemba, Mohamed Ali Agamadjou et beaucoup d'autres Maliens estiment que ce procès envoie un signal fort aux autres djihadistes. Je cite, « La justice finira par les rattraper ». Anthony Fouchard, Bamako, RFI. Une charte de bonne conduite pour éviter les violences sur les campus, en particulier celui d'Abidjan, au Côte d'Ivoire. Les structures syndicales étudiantes se sont accordées il y a quelques heures sur le contenu du document. Il devrait permettre aux jeunes d'étudier plutôt que de subir les violences, comme celles qui ont émaillé la vie universitaire de la capitale économique cette dernière semaine. Frédéric Gara. Rompre définitivement avec la violence est le mot d'ordre principal du document. Aboubacar Sanogo, secrétaire général adjoint de l'un des syndicats signataires, l'AGESI. Il y avait un problème de leadership entre les deux syndicats, il faut le dire. L'AGESI et la FESI, chacun se réclamait la plus forte. Cette histoire législative posait problème, mais aujourd'hui nous sommes assis autour d'une table et désormais, quoi que la FESI fasse ou l'AGESI, il faudrait associer les autres structures à toutes les décisions qu'on doit prendre. Les articles de la charte bannissent les violences entre étudiants sur le campus, la fin de l'impunité pour les auteurs d'actes répréhensibles, l'éradication du racket et encouragent tous les étudiants à dénoncer ces mauvaises pratiques aux autorités policières. Des vœux pieux que les syndicats étudiants entendent bien appliquer à la lettre. Assis Fulgence Assis, secrétaire général du syndicat FESI. Cette charte-là est venue même de nous-mêmes en tant qu'étudiants, d'abord. Et puis de deux, il y a un comité qui sera mis en place pour veiller à la bonne application ou au suivi de cette charte-là. Après les violences qui ont frappé le campus de Cocody ces derniers mois, le vice-président de l'université, qui n'a pas encore pris connaissance du texte, se félicite néanmoins de la démarche. Si aujourd'hui les étudiants se mettent ensemble pour pouvoir écrire une charte
de paix, de non-violence, nous sommes vraiment satisfaits. Vertu de cette charte et de la réunion des syndicats, les parties signataires se sont accordés à porter ensemble et d'une même voix les revendications sur l'amélioration de la qualité d'études sur les campus du pays. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Grâce présidentielle accordée au Ghana, un animateur de radio condamné à 4 mois de prison. Il avait menacé de tuer des juges à l'antenne. Salifou Massae, alias Mugabe, est connu dans le pays pour ses discours musclés. Le ministre de la Communication indique que l'animateur de radio est pardonné pour avoir exprimé des remords. Une foule de musulmans en colère a tué 8 personnes dans un village au nord du Nigeria. C'était ce lundi. L'émeute s'est cristallisée autour de la maison d'un homme que les protestataires ont incendié. À l'origine du mouvement, un étudiant chrétien accusé de blasphème. L'homme dont l'habitation a été détruite a tenté de le secourir. Il n'a pas été tué dans l'incendie. Un couvre-feu a été instauré en ville. 23h36 à Kinshasa, première journée des travaux préparatoires en vue de l'établissement d'un calendrier électoral en République démocratique du Congo. Il n'y avait pas tous les opposants politiques, mais bien des représentants du pouvoir, certains de la société civile et le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. C'est lui d'ailleurs qui a lancé les débats. Kamanda Wakamanda Muzembe, vous nous faites le bilan de cette journée finalement sans coup d'éclat. Le go a été donné par le facilitateur lui-même. Edem Kodjo s'est félicité du lancement des travaux du comité préparatoire après plusieurs mois d'atermoiement. Étaient présents à la cérémonie des délégués de la majorité présidentielle, ceux d'une frange de l'opposition et ceux de certaines organisations de la société civile. Edem Kodjo qui a rassuré que le dialogue se tient selon l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a invité les participants à se pencher sur l'avenir de la RDC, leur pays qui, a encore dit le facilitateur, est appelé à sortir de la crise actuelle. Les partis politiques et d'autres forces sociales réunies au sein du rassemblement n'ont pas répondu à l'appel. En effet, le rassemblement des forces acquises au changement, qui est coordonné par l'opposant historique et leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, considère que le gouvernement n'a pas répondu aux exigences qui devraient favoriser la bonne tenue du dialogue. Ici, le facilitateur s'est engagé à poursuivre les efforts auprès des autorités congolaises en vue d'obtenir l'élargissement des mesures de décrispation politique pour que les réfractaires rejoignent les rangs. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, lui, a déjà dit tout simplement niet au dialogue. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Quant à la journée ville morte qui avait lieu en même temps que le début des négociations, elle a été moins suivie que prévu. À Kinshasa, peu ou pas de bouchons, d'embouteillages ce midi. Et ailleurs, pas grand-chose à part quelques endroits bien précis, Léa Lisa Westerhoff. C'est à Mbujimaï, capitale diamantifère dans le centre du pays, que le mot d'ordre, semble-t-il, a été le mieux suivi. Jusqu'à la mi-journée, le centre-ville est resté désert, la plupart des magasins fermés, et signe d'une certaine tension qui régnait dans la ville autour du siège du premier parti d'opposition, l'UDPS, qui avait appelé à la grève. Des accrochages ont eu lieu. Une vingtaine de militants a été interpellés après avoir monté des barricades pour empêcher la circulation, selon la police. À Kinshasa aussi, la journée a démarré avec des heurts entre forces de l'ordre et militants de l'UDPS. Mais les manifestants et les barrages qu'ils avaient érigés dans le quartier de Limete ont été rapidement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Dans le reste de la capitale congolaise, l'activité a été largement ralentie. Peu de véhicules circulaient dans le centre-ville et les quartiers périphériques sont restés plutôt calmes une bonne partie de la journée. Aucun changement ou presque par contre dans la ville minière de Lubumbashi où l'activité économique n'a pas été perturbée. Idem à Kisangani ou encore Bukavu et Goma où la police, selon plusieurs témoins, était largement déployée. C'est donc une mobilisation en demi-teinte que le rassemblement des forces acquises au changement a obtenu aujourd'hui, alors que cette grève générale avait été convoquée tardivement samedi et que l'opposition était divisée sur la pertinence de participer à cette journée. Et au terme de cette journée ville morte en République démocratique du Congo, au moins 28 personnes ont été arrêtées selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. À noter également que le signal de RFI brouillé depuis ce matin à Kinshasa est revenu. Vous pouvez à nouveau nous écouter sur le 105 FM. Merci d'écouter Afrique Soir. Une amende record pour la filiale d'ArcelorMittal AMSA en Afrique du Sud. Le géant de la métallurgie va devoir payer 100 millions d'euros pour entente sur les prix de l'acier avec ses concurrents.
AMSA a reconnu ses torts. La filiale s'engage dès à présent à corriger sa politique de prix. Nicolas Champeau. L'affaire remonte à 2008. Intriguée par les prix sans cesse plus élevés des produits aciers, la Commission de la concurrence lance une enquête. Le 19 juin à l'aube, 2 mois plus tard, ses équipes mènent des perquisitions simultanées au siège de 3 concurrents d'AMSA dans la filière de l'acier long. Elles lèvent le voile sur une collusion entre la filiale sud-africaine d'ArcelorMittal et ses rivales. En cause, des ententes sur les prix, sur les réductions de prix et sur le partage d'informations sur leurs clients. La collusion porte aussi sur la ferraille et l'acier plat. La filiale d'ArcelorMittal a admis la plupart des entorses qui lui sont reprochées. Cette amende envoie un message fort et dissuasif et marque une étape importante de notre combat contre les cartels, a déclaré le commissaire sud-africain à la concurrence, Thembinkosi Bonakele. L'amende est en effet salée, 1,5 milliard de rand, 100 millions d'euros en 5 versements. Elle met fin à toutes les autres enquêtes visant cette filiale du géant de l'acier. C'est la plus importante amende infligée par la Commission de la concurrence sud-africaine depuis sa création en 1999. Et toujours en Afrique du Sud, c'est à Johannesburg que se tient actuellement le 39e congrès de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit des militants de 120 pays pour 2 jours. L'occasion pour les Zimbabwéens, dont le pays sombre dans la crise, de rappeler leur détresse. La population est unanimement en colère, raconte Gestina Mukoko, une célèbre militante qui explique que l'aggravation de la pauvreté a uni ceux qui protestaient chacun de leur côté avant. Gestina Mukoko est à la tête d'une ONG. Elle a été arrêtée et torturée par le régime en 2008. Revenons à présent à Johannesburg et sur l'élection du maire ce lundi. Un maire issu de l'opposition, Herman Mashaba, qui a obtenu 144 voix contre 125 pour le candidat du parti au pouvoir. Le millionnaire remporte ainsi la première ville du pays. Il a profité d'une large coalition pour pouvoir battre l'ANC. Désormais, ce sont 4 des 6 plus grandes villes d'Afrique du Sud qui sont dirigées par l'opposition: Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth. Quelles sont les conséquences politiques d'un tel changement après un quart de siècle de domination de l'ANC? Eh bien, pour Georges Bizos, ancien membre du parti au pouvoir, ça va obliger les responsables du mouvement à se réformer. Depuis 1994, le pays n'a été gouverné que par un seul parti, ce qui n'est pas sain. Si vous regardez ailleurs, en France, en Allemagne, en Europe, ce n'est pas commun d'avoir le même parti pendant autant d'années. Donc je pense que ce qui s'est passé ici va ouvrir les yeux de nos différents partis politiques et leur faire prendre conscience qu'ils doivent se respecter et respecter la Constitution. C'est une nouvelle chance pour l'Afrique du Sud. J'espère juste qu'il y aura un respect et une reconnaissance de la Constitution. En tout cas, l'arrivée de ces petites formations politiques dans des coalitions est une leçon pour les grands partis. Ils doivent absolument prendre en compte ce que les Sud-Africains attendent d'un gouvernement. Georges Bizos, ancien militant de l'ANC, contacté par Alexandra Branjon. Quant à l'actuel ministre sud-africain des Finances, il a reçu une convocation de la police. Pravin Gordhan était commissaire du fisc pendant 10 ans. Des allégations font état d'une cellule au sein de ses services qui espionnait les hommes politiques. La nouvelle a fait baisser la monnaie sud-africaine ce mardi. L'enquête avance à Madagascar, à petits pas après la mort de 2 jeunes Français dans la nuit de samedi à dimanche à Sainte-Marie. Leurs corps ont été retrouvés sur une plage à proximité de la boîte de nuit où ils avaient passé la soirée. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Le procureur chargé du dossier s'est exprimé devant la presse tout à l'heure, Sarah Teto. Bilan de cette journée, 7 personnes gardées à vue, dont 6 malgaches et un Français. Le procureur a tenu à le rappeler, il n'y a que des suspects mais aucun coupable pour le moment. L'arme du crime, un objet contondant, n'a pas été retrouvé, ni même les objets dérobés aux victimes, à savoir le téléphone portable et le sac à main de la jeune femme, ainsi que le sac à dos du jeune homme. En revanche, des téléphones portables ont été saisis et leur contenu devait être analysé aujourd'hui. Le mobile de ce double meurtre reste pour le moment inconnu, mais la piste de la préméditation est fortement envisagée. Cet après-midi, après avoir été en mer, rendre un hommage à leurs camarades, les jeunes éco-volontaires sont retournés à la gendarmerie pour être auditionnés. Si l'enquête avance, ce
selon le procureur. Pour d'autres personnes proches du dossier, on a tout simplement affaire à une mascarade. Une personne qui souhaite rester anonyme m'a confié que le périmètre de sécurité de la scène de crime avait été installé par des privés pour protéger le lieu en cas de recherche d'indices et que faute d'électricité à la gendarmerie, les auditions étaient reportées sans cesse au lendemain. Ainsi ce soir, 3 jours après ce double meurtre, l'affaire est sur toutes les lèvres et les langues commencent à se délier. Sarah Teto, Sainte-Marie, RFI. Il est peu probable que l'Éthiopien Feyisa Lilesa, médaillé d'argent, rentre dans son pays après son geste politique à la fin du marathon des JO de Rio. Son agent estime qu'il décidera plutôt de prendre le chemin de l'exil. Plusieurs médias évoquent une demande d'asile aux États-Unis. Et puis la star de la chanson tunisienne Saber Rebaï, prise en flagrant délit sur une photo avec un soldat israélien. Il doit donner un concert en Cisjordanie cette semaine. L'artiste se défend en précisant qu'il ne savait pas que l'homme était militaire. Merci d'écouter Radio France Internationale. Au programme du prochain quart d'heure, notre invité est cette question: les Sud-Africains tournent-ils la page de l'ANC, le parti de Nelson Mandela? Notre invité est professeur de sciences politiques à Johannesburg. Les sports, ce sera avec Antoine Grenier dans 5 minutes. Et puis, avant le prochain journal, vous retrouverez le zapping d'appel sur l'actualité avec Marie Casadebey. C'est donc un tournant politique historique que vit actuellement l'Afrique du Sud. 4 des 6 plus grandes villes du pays viennent de tomber aux mains de l'opposition. L'ANC, le parti au pouvoir depuis 22 ans, vient de subir une grosse défaite qui va devoir l'obliger à se remettre en question. Les municipales du 3 août dernier vont laisser des traces, mais ce n'est pas plus mal pour les observateurs. Le parti au pouvoir est englué dans des problèmes de corruption. Le temps de l'ANC est-il donc terminé? Pour nous répondre, notre invité est à présent Achille Mbembe, professeur d'histoire et de sciences politiques à Johannesburg, interrogé par Jean-Jacques Loirne. Achille Mbembe, bonsoir. Bonsoir. Pretoria, Port-Elizabeth, Johannesburg tombent aux mains de l'opposition. Diriez-vous qu'en Afrique du Sud s'ouvre une nouvelle ère, celle de l'après-ANC, ou est-ce allé vite en besogne? Disons que les choses ont changé. L'ANC est sur la voie du déclin. Tout le monde, ou presque, a conscience de la gravité de cette situation, en tout cas de l'importance de tournant dans la vie politique et culturelle sud-africaine. Tout le monde en a conscience, sauf peut-être l'ANC elle-même. Elle a effectivement perdu la plupart des grandes métropoles et elle tarde à mettre en place les conditions d'un renouveau qui lui permettrait de gouverner ce pays, dans la longue durée. C'est la direction de l'ANC qui a, des œillères ou une vue très courte? C'est l'ensemble du mouvement. Le mouvement a atteint un niveau de sclérose intellectuelle, organisationnelle, tel qu'il est devenu aveugle aux transformations dont la société sud-africaine fait l'expérience. L'Afrique du Sud est en plein dans un processus de transition générationnelle. La culture des jeunes qui sont pour la plupart nés après l'apartheid est différente de celle du mouvement de libération. L'ANC a également déçu une très grande partie des pauvres qui vivent dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Et l'ANC est en manque flagrant d'idées quant à ce qu'il faut faire pour relancer le projet d'émancipation qui lui a servi de ressource majeure pour gouverner ce pays pendant longtemps. Alors face à cette situation, Jacob Zuma a-t-il encore un avenir politique? Doit-il en clair démissionner? Je ne pense pas qu'il va démissionner. Il va certainement aller jusqu'au bout de son mandat. Le prix que l'ANC paiera en conséquence, nul ne peut le mesurer pour le moment. Mais ce qui est clair, c'est que plus Zuma reste à la tête du parti et à la tête du gouvernement, plus l'ANC va être décrédibilisée. Le grand dilemme en ce moment pour l'ANC, c'est que aucune des deux solutions possibles, la démission ou la poursuite de son mandat, aucune n'est susceptible d'aider le parti. Aucune de ces deux solutions n'aiderait le parti. Alors les alliances à Pretoria, Port-Elizabeth et Johannesburg sont contre nature. Le mot d'ordre, c'était d'abord barrer la route à l'ANC. Alors ce mariage de circonstances entre l'Alliance démocratique et Julius Malema pourra-t-il tenir, pourra-t-il durer?
Disons que c'est un mariage plus ou moins forcé. Et donc, c'est deux partis qui ont des intérêts relativement divergents, comme on le sait. La seule base de ces coalitions, pour le moment, c'est leur position anti-ANC et surtout anti-Zuma. Pour ce qui concerne Julius Malema. Malema était prêt à entrer en coalition avec l'ANC à condition que celle-ci éjecte Zuma de son poste, ce qui n'est pas possible pour le moment. Et donc, on entre dans un terrain assez mouvant. Les Sud-Africains sont, je crois, prêts à expérimenter avec ce qui vient. Ils en tiendront compte lors des prochaines élections. Oui, parce qu'à la tête de ces trois grandes villes, l'opposition pourra-t-elle faire mieux que l'ANC, notamment dans la lutte contre la corruption et le chômage? En termes de lutte contre la corruption, je crois qu'il y a une fenêtre de tir. En ce qui concerne la lutte contre le chômage, ça c'est plus compliqué. Ce qui a trait à ce qu'ils appellent ici la délivrance des services sociaux, là également, je crois qu'il y a des choses qui pourraient être aménagées. Ce qui est vrai, c'est que ça va être des années assez turbulentes, mais des années absolument intéressantes pour ce qui est de l'avenir de la démocratie en Afrique du Sud. Il faudrait remarquer de ce point de vue que d'ores et déjà, l'Afrique du Sud a décidé de suivre une trajectoire tout à fait différente de celle des vieux mouvements de libération au Zimbabwe, en Angola, voire au Mozambique. Les Sud-Africains sont persuadés qu'ils peuvent changer ce qui les gouverne par la voie du vote, ce qui n'est pas du tout le cas au Zimbabwe, par exemple. Achille Bembe, merci. Analyse, explication accueillie par Jean-Jacques Cloarn. À la une de l'actualité internationale, l'artillerie turque qui poursuit ses bombardements contre les positions kurdes de Syrie alors que les Kurdes et le régime syrien sont parvenus à un accord de cessez-le-feu à Hasakeh. L'OTAN annonce la mort d'un soldat américain en Afghanistan. Il participait à une opération anti-taliban dans la province du Helmand. Un autre militaire américain et 6 soldats afghans ont également été blessés dans cette opération. Et puis en France, le Conseil d'État se penchera ce jeudi sur le cas des fameux burkinis, cette tenue de bain censée être respectueuse avec l'islam et qui est au cœur d'une polémique, plusieurs villes ayant décidé de l'interdire. Et on retrouve tout de suite le journal des sports avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine. Bonsoir Guillaume. On commence avec le football et la Coupe de la Confédération. On connaît désormais les affiches des demi-finales. Le tout-puissant Mazembe verra l'Étoile du Sahel se dresser sur sa route. Les Tunisiens viennent de faire match nul sur le terrain du FUS Rabat 0-0. Ils prennent donc la 2e place du groupe B, tandis que les Corbeaux, eux, étaient déjà qualifiés dans leur groupe A. Ils étaient même plutôt tranquilles à l'heure d'affronter les Tanzaniens des Young Africans et ils se sont offerts la première place de ce groupe A. Un succès sans forcer, 3-1, Bolingui ouvrant la marque avant que Calaban inscrive un doublé. Ses 5e et 6e réalisations dans cette Coupe de la Confédération, ça fait de lui le co-meilleur buteur de la compétition. Pour autant, la tâche n'a pas été simple pour le tout-puissant Mazembe, reconnaissait-il Reinford Kalaba. C'était bien pour moi, pour ma famille, l'équipe Mazembe et tous les fanatiques de Kalaba parce que c'est peu difficile, parce que l'équipe tanzanienne ils jouent bien, ils sont déterminés. Pour moi, ça donne moi un peu pour travailler encore, pour marquer beaucoup de buts. Le premier mi-temps, c'était un peu compliqué pour nous parce que c'était chaud pour jouer les 14 ans, parce que c'était difficile pour nous, pour jouer notre qualité de foot. Le deuxième mi-temps, c'était un peu différent. On était habitués à jouer comme on joue à la maison. Pour ces 2 buts, tu les dédies à qui? Pour ma femme et mon fils, et Fernando et maman Jessica. Reinford Kalaba, le meneur de jeu du tout-puissant Mazembe, au micro de Pascal Mwangala. Étoile du Sahel, Mazembe, c'est donc l'affiche de la première demi-finale. Et Béjaïa FUS Rabat, ce sera la seconde. Les Algériens du Mouloudia qualifiés in extremis aux dépens des Ghanéens de Medeama. 3e à 3 points dans ce groupe au coup d'envoi. Le Mouloudia devait s'imposer pour passer devant Medeama et lui prendre la 2e place qualificative pour les demi-finales. 1-0, mission accomplie pour Béjaïa qui rejoint ces demi-finales pour la première fois de son histoire en Coupe de la Confédération.
Confédération. En Ligue des Champions aussi, Antoine, ont disputé la dernière journée du groupe B. Aucun suspense. Non, le Nigérian Denimba décroche tout de même une victoire dans cette phase de groupe. Succès 3-1 sur les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Victoire pour du beurre puisqu'Enimba était éliminé avant le coup d'envoi et que Mamelodi était assuré de terminer premier. Un groupe B, on le rappelle, limité à 3 équipes puisque l'entente Sétif avait été disqualifiée. Un mot des sélections nationales à présent. La dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 approche à grands pas. Ce sera dans 2 semaines et Alain Giresse, le sélectionneur du Mali, a justement présenté sa sélection. Les Aigles opposés au Bénin dans leur groupe C avec tranquillité. Ils sont déjà assurés d'être à la Coupe d'Afrique au Gabon, qu'ils soient premier ou deuxième de ce groupe. Donc pas d'inquiétude et du coup, Alain Giresse va en profiter pour travailler sur son équipe avec d'autres compétitions en tête. Bon, d'abord, on va se replonger effectivement dans les matchs de qualification, même si il n'y a pas d'enjeu essentiel pour nous. Mais il n'y a jamais de match inutile. Pourquoi ? Parce que à travers ce match, c'est toujours de maintenir une dynamique, un état d'esprit, des valeurs que représente de jouer pour l'équipe nationale et des perspectives. La perspective, c'est qu'un mois après, c'est les qualifications à la Coupe du Monde. 2 mois après, c'est encore un deuxième match de qualification à la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas le négliger. Ça va être de le préparer en faisant abstraction, évidemment, d'une recherche de points absolus, mais d'avoir un comportement dans la construction toujours de cette équipe et dans la production qu'elle doit améliorer, surtout ici à Bamako. Alain Giresse, le sélectionneur du Mali, au micro de Mahamadou Kaloga, a noté dans cette liste la première convocation de Diadier Samasekou, le milieu de terrain du Red Bull Salzbourg en Autriche, et la convocation d'Adama Traoré, le meilleur attaquant de la Coupe du Monde 2015 des moins de 20 ans. Il est de retour après une blessure. Enfin, à l'approche de la fin du mercato, les mouvements de joueurs africains se poursuivent. Ainsi, Henri Saivet, l'attaquant de Newcastle, revient en Ligue 1. En France, l'international sénégalais a passé 9 saisons à Bordeaux. Il atterrit à Saint-Étienne. Saivet prêté par Newcastle, le club anglais que l'international l'a rejoint en janvier dernier, pour lequel il n'aura disputé que 4 rencontres. À noter que de son côté, Walid Mesloub a décidé de prolonger d'1 saison l'aventure avec Lorient. L'international algérien de 30 ans était courtisé par l'Olympique de Marseille, mais il a préféré paraffer un nouveau contrat avec les Merlus jusqu'en 2018. Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. Dans quelques instants maintenant, le zapping d'appel sur l'actualité avec Marie Casadebé, et on parle du procès du djihadiste malien devant la Cour pénale internationale. Merci d'écouter RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Au lendemain de l'ouverture du procès d'Ahmad Al-Faki devant la CPI, vous nous disiez ce matin ce que vous attendiez des audiences de ce djihadiste malien accusé de destruction de patrimoine à Tombouctou. Ces mausolées représentent beaucoup pour nous, Tombouctiens ici. On n'a vraiment pas compris pourquoi ils l'ont fait. Sans aucune explication, ils ont venu tout casser. On s'identifie généralement à ces personnes-là qui sont couchées là. Ce sont eux qui nous ont enseigné l'islam et c'est cet islam qu'on est en train de pratiquer. On peut accepter ces excuses, mais ces excuses n'effaceront jamais ce qu'ils ont fait. Nous voulons que cela soit une leçon pour tous ceux qui sont en train actuellement de commettre ce genre d'actes, que ce soit ici à Tombouctou ou bien ailleurs dans le monde. Le Mali a commis un premier faux pas, c'est-à-dire le fait de lever le mandat d'arrêt international contre les auteurs de ces exactions. Donc, nous avons parlé de justice et réconciliation, mais il ne peut pas avoir une réconciliation sans justice. Même si ce n'est pas suffisant, c'est important parce que c'est le début d'un processus. Aujourd'hui, la population est frustrée. Frustrée dans la mesure où on parle de dénonciation. Je vais te dénoncer et après tu vas me tuer à petit feu quelque part. Il faut d'abord passer par la justice et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est salutaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas en fait l'action de détruire des mausolées, l'action de faire des exactions sur des populations, mais c'est l'idéologie elle-même. Et cette idéologie-là, elle est planétaire. C'est une idéologie salafiste, il faut qu'on le dise. Nos populations ont vécu avec des gens qui n'avaient aucune relation avec l'islam. Ils n'étaient pas musulmans, c'était des chrétiens. D'autres même, ils étaient athées, mais ils vivaient ensemble. On voudrait mettre la question sunnite-chiite à Bamako ici. Et si on ne prend pas garde, ça va être quelque chose de plus grave. Ça devrait commencer pour ceux qui ont amputé les mains et les pieds de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs. L'ancien procureur général du Mali, Daniel Tosuke, il avait dit que le Mali avait lancé des mandats d'arrêt international contre ces criminels. Aucun pays n'avait obtempéré. Ils ont passé du temps derrière les barreaux.
Et la CPI n'a même pas forcé les pays à obtempérer avec le Mali, à travailler de concert avec les autorités maliennes pour appréhender ces criminels. Ils auront dû les juger à temps réel. Pourquoi les arrêter, passer du temps avant de les juger? Pourquoi ne pas demander à la CPI de les transférer? Demain, dites-nous ce que vous pensez de l'attitude d'une partie de l'opposition en RDC qui boycotte le début des travaux de préparation au dialogue avec la majorité. Les plaisirs du journalisme. Giscard d'Estaing m'a dit un jour, mais vous lisez le Canard? Je croyais que vous l'écriviez. Pour moi, c'est un mystère de voir ces informations que personne ne conteste sur des réunions qui se sont tenues à huis clos. Est-ce qu'ils ont des espèces de taupes? Les plaisirs du journalisme. Un été avec l'eau d'Angélie du Canard enchaîné, proposé par Pierre-Édouard Deldic. À retrouver tous les vendredis à 14h10 TU. RFI.